Le mot d'ordre de suspension des activités académiques levé. La décision a été prise ce matin après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement. Détail dans cette édition. La procédure suivie pour le dépôt du rapport de l'enquête parlementaire sur l'affaire Iranium Jet n'a pas été respectée selon l'acteur de la société civile Lawali Boubacara. Précision dans cette édition. Vendredi 21 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 de la télévision Labari. J'ai l'annoncé en titre, signature d'un protocole d'accord ce matin à la primature entre le gouvernement et l'Union des scolaires nigériens USN. À cet effet, l'Union des scolaires nigériens décide de lever son mot d'ordre de suspension des activités académiques. Le résumé de cette rencontre avec Hassan Saleh Mustafa. Décrispation de la situation scolaire née des événements du 10 avril 2017 au cours desquels un étudiant a perdu sa vie. Le gouvernement et les représentants des scolaires ont en effet trouvé un terrain d'entente. Le gouvernement s'engage à régler toutes les revendications posées par les scolaires. L'Union des scolaires nigériens USN décide de lever son mot d'ordre de suspension des activités académiques. Tous les préalables ont été satisfaits. C'est ainsi que s'agissant de la question de la mise de la commission d'enquête indépendante, il a été décidé ce qui suit. De la commission, de la dite commission, elle aura pour mission de faire la lumière sur les événements du 10 avril 2017. Elle sera composée de 13 membres, dont 5 de la partie gouvernementale, 5 représentants de l'Union des scolaires nigériens, 2 représentants de la CNDH et 1 représentant de la CNDS. Ils prêteront serment sur le livre saint de leur confession dès la semaine prochaine. Des points de revendication. De la question des réformes de l'aide sociale. Le gouvernement a décidé de s'asseoir aux réformes relatives à l'aide sociale. Toutefois, un comité sera mis en place pour examiner sérieusement la question, y compris notamment les possibilités d'octroi de l'aide sociale aux étudiants nigériens non boursiers des écoles et instituts étatiques. Du paiement de l'aide sociale, de la bourse et des allocations. Le gouvernement s'engage à payer les arriérés des bourses et des allocations. Les opérations commenceront à cet effet à partir du samedi 22 avril 2017. S'engage à procéder à la mise à disposition des différentes régions des autorités de dépenses pour accélérer le paiement des allocations. Le gouvernement a instruit le DG de l'ANAP de réhabiliter à titre exceptionnel la bourse de Master D de tous les étudiants bénéficiaires ainsi que la bourse de soutenance. De la question des bus et des infrastructures, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la reprise de tous les chantiers en arrêt. Le gouvernement s'engage dans un bref délai à prendre les dispositions pour l'acquisition du site de l'université de Tillabéri. Le gouvernement s'engage à doter en bus toutes les universités publiques et interétatiques du Niger dès que les moyens le permettent. Il est demandé à l'Union des scolaires nigériens de faire la situation des étudiants blessés. Le gouvernement s'engage à prendre en charge les soins médicaux des concernés. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en lien avec les autres ministères, va établir la situation des frais de formation des étudiants boursiers inscrits dans les écoles et instituts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'Union des scolaires nigériens décide de lever des suspensions des activités académiques à partir du mardi 25 avril 2017. La signature de cet accord, un acte salué par le chef du gouvernement qui rassure d'ailleurs les scolaires qu'il veillera au respect de ses engagements pris. Je tiens à vous remercier infiniment, à remercier tous ceux qui ont été identifiés pour venir autour de cette table et apporter leur contribution. Je tiens à les remercier. Je me réjouis en tout cas personnellement et au nom du président de la République de ce que ces discussions se soient passées dans la fraternité, dans la compréhension,
et que nous soyons parvenus effectivement à la satisfaction de tous, à des accords sur l'ensemble des points. Sur l'ensemble des points, je dis bien. Et que les parties prenantes, notamment les étudiants, la partie gouvernementale, ont pris l'engagement d'œuvrer ensemble à la stabilisation de la situation scolaire et urbaine. En tout cas, à apporter toutes leurs contributions. Parce que c'est vrai que ce n'est pas les seuls acteurs, mais ils contribueront substantiellement à la stabilisation de la situation scolaire et en particulier à sauver l'année scolaire 2016-2017. Cet accord est intervenu après des âpres discussions le 16 et le 20 avril dernier entre le gouvernement et les représentants des scolaires. C'était en présence des grands témoins. Et puis, peu après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les scolaires, le président de la République a rencontré les responsables syndicaux des scolaires. Objectif, se réjouir de la suspension de la signature de cet accord et rassurer les scolaires de la ferme détermination des autorités de créer les conditions pour le retour du calme dans le secteur éducatif. Je l'annonçais également en titre. Dans l'affaire dite Iranium Jet, une commission a été mise en place pour enquêter sur l'affaire relevée par le journal Le Courrier dans sa parution du 16 février. Le rapport d'enquête de cette commission vient d'être déposé sans que l'opposition en soit informée. La société civile se prononce. Nous avons suivi avec pratiquement grande surprise et même consternation l'acte du président de l'Assemblée nationale, qu'il faut dire que c'est vraiment historique et c'est un acte conflictuel, parce que lorsqu'on met une commission en place avec un délai précis, il faudrait non seulement respecter le délai, mais respecter l'ensemble des membres de la commission. Et il est vraiment surprenant que certains membres ne soient même pas associés au tirage du rapport final, notamment le vice-président de la commission, je ne sais pas, peut-être parce qu'il est opposant, pour sortir un rapport après les auditions et transmettre comme si l'enquête est clôturée. Je pense que là, l'Assemblée nationale, à travers l'acte du président, a posé un acte de doute sur non seulement la loyauté des députés nationaux, mais également sur la confiance, la crise de confiance, parce que là, le peuple les a investis d'une confiance. Ils ont un mandat, qui est un mandat impératif, mais aujourd'hui, que les députés s'arrangent avec le président de l'Assemblée nationale pour donner un rapport inachevé, un rapport qui n'est pas complet, un rapport qui n'a pas trouvé l'agrément de l'ensemble des membres. Je pense qu'aujourd'hui, l'exclusion politique, si elle est arrivée à ce point-là, au niveau du Parlement, qui est quand même la maison du peuple, je pense que c'est extrêmement grave. Ensuite, les éléments déjà qui filtrent par rapport à ce rapport-là, notamment de la façon dont, en catimini, un compte a été ouvert par une personne tierce qui ne relève pas de la société du patrimoine de mines Sopamine. Ensuite, la précipitation avec laquelle donc, les différents mouvements ont commencé dans ce compte-là, ma foi, vous comprendrez bien que c'est à 8 jours que tout a été fait. Je me demande quelle est la précipitation qui va amener un État à s'engager dans une transaction aussi douteuse qu'inquiétante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée permet à l'ensemble des citoyens de poser des doutes par rapport à leur loyauté, par rapport à la confiance qu'on a placée en eux, par rapport à la mission confiée à eux. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où une institution comme l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs la première après la présidence de la République, en tout cas qui va dans un chemin sans issue, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser les députés pour étouffer la réalité. Or, nous, notre souhait, c'est quoi? C'est que la transparence, que le peuple nigérien soit informé de tout ce qui s'est passé, que maintenant, ce dossier aboutisse à la justice ou pas. Moi, ce n'est pas cela qui m'inquiète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on parle de 200 milliards.
Visite hier dans le département de Kolo et Saï du secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur sur le chantier de construction des casernes des sapeurs-pompiers dans ces deux départements, financé par la Banque mondiale à travers le projet PGRC2I. Le compte-rendu de cette visite avec nos confrères de la télévision Dunia. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des casernes des sapeurs-pompiers des départements de Saï et Kolo, tel est l'objectif de ce déplacement du secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur. La première étape de la visite a conduit le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur et la délégation qui l'accompagne sur le chantier de construction de la caserne des sapeurs-pompiers du département de Saï. Ici, le taux d'exécution des travaux sont à 30% et le coût global des travaux, y compris eau et électricité financés par le PGRCDU, s'élève à 118 millions de francs CFA. Peu après, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur et sa délégation se sont transportés à Kolo. Tout comme à l'étape précédente, les travaux se déroulent normalement. Ils sont à un taux d'exécution de 39% et le montant injecté pour sa réalisation par le PGRCDU est de 115 millions de francs CFA. Au terme de sa visite, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur tire un bilan satisfaisant. Je sors très réconforté de cette visite au regard de l'état d'avancement des travaux, mais aussi et surtout la qualité des travaux. Parce que tel que les techniciens nous ont rapporté, le taux d'exécution des travaux est vraiment très appréciable et qu'on peut espérer en tout cas que ces travaux, dans le délai de 6 mois, ces travaux vont terminer dans les délais requis. L'État joue vraiment sa partition dans le cadre de la protection civile. Il revient aux collectivités territoriales, elles aussi, de jouer leur partition. En quoi faisant, c'est de verser leur contribution. Parce que la loi leur impose la contribution à la protection civile comme une dépense obligatoire. Alassane Seyboun a aussi saisi l'occasion pour remercier le PGRCDU pour son accompagnement au profit de la protection civile nigérienne. Et c'est l'occasion de remercier très sincèrement le PGDRCDU et leur demander davantage d'accompagner la protection civile qui, il faut le reconnaître, est en train de prendre de l'envol, beaucoup d'envol. Parce qu'avant, nous ne connaissions la protection civile que sous le terme générique, les sapeurs-pompiers, que dans quelques localités. Aujourd'hui, la protection civile est en train de prendre de l'envol pour être pratiquement dans l'ensemble des chefs-lieux de département. Le directeur général de la protection civile revient sur l'impact de la construction de ces casernes. Son impact dans le dispositif, elle consacre la décentralisation en fait, des secours au niveau des différentes régions. Donc désormais, le département du Kolo ne va plus dépendre de Niamey ou de la région de Tillabéri pour prendre en charge les secours pour les personnes et la protection, les missions de protection civile dans toute l'étendue du territoire du département de Kolo, qui notamment couvre, à ma connaissance, 11 communes. Donc c'est cet outil-là, cette caserne, qui va être mise en place. Il faut aussi, de passage, remercier le ministère de la Défense nationale qui a mis à la disposition du ministère de l'Intérieur le groupement national de sapeurs-pompiers qui, donc, à travers le premier groupement régional d'incendie et de secours de Tillabéri, crée la 16e compagnie d'incendie et de secours de Kolo. A noter que cette visite intervient après celle effectuée sur le chantier de construction de la caserne des sapeurs-pompiers du département de Terra la semaine dernière. Situation difficile pour les auxiliaires de la grande mosquée. Ces agents accumulent plusieurs mois d'arriérés. Ils demandent aux bonnes volontés de leur venir en aide. C'est dans ce reportage signé Asmaou Seydou. La grande mosquée de Niamey est ce lieu de culte qui accueille à l'occasion des fêtes musulmanes la Oumma islamique de la capitale avec à sa tête les autorités du pays. Ce joyeux fruit de la coopération fructueuse avec la Libye fait la fierté des Nigériens, même si par ailleurs les travailleurs de ce lieu, eux, vivent pour certains une situation pénible.
Je suis le gardien de cette mosquée depuis 32 ans. Maintenant, ça fait 9 mois qu'on n'est pas payé. Les propriétaires de nos maisons nous ont demandé de quitter. Durant tout ce temps, j'ai pas de caisse. On me paie 48 000 francs. Ici, c'est un lieu de culte, on ne peut pas aller en grève. Nous lançons donc un cri de cœur à l'endroit des bonnes volontés pour qu'ils nous viennent en aide. Pour pouvoir continuer à mieux s'occuper de ce lieu de culte, ces serviteurs comptent beaucoup sur l'aide des bonnes volontés. Utilisés comme moyen de transport urbain, les taxis motos tricycles appelés ADDETA font la fierté de la population de Dosso. Une de nos équipes à Dosso nous en disent plus sur ces taxis motos. Ils sont jaunes, ont 3 roues et sont très pratiques. Ces taxis-motos, appelés communément ADDETA, ont fait leur apparition il y a quelques années et depuis se sont imposés comme étant l'un des moyens de transport les plus utilisés dans les régions du Niger, comme ici à Dosso. C'est un travail qui aide beaucoup les jeunes. Grâce à ces taxis-motos, le chômage a baissé dans la ville de Dosso, pas comme avant où l'oisiveté était trop présente. Le prix est de 200 francs, mais parfois les clients négocient pour descendre à 150. Cette profession attire de plus en plus de jeunes, scolarisés ou non, qui se retrouvent. La plupart de ces conducteurs taxi-motos ne sont pas propriétaires. Ils ont des patrons qui demandent un versement journalier ou hebdomadaire. Il y a des conducteurs qui sont propriétaires de leur taxi-moto et d'autres qui font des versements journaliers et le versement est de 5 000 francs. Chaque semaine, il y a des taxes hebdomadaires aussi à payer. Chaque mois, Quant aux clients, c'est une aubaine et un soulagement comparativement aux autres taxis-motos Kabu. Avec ADDETA, on a beaucoup de facilité dans nos déplacements. Dedans, on évite le soleil et tous les risques d'accident. Juste après Kabu, donc il y a eu l'arrivée d'ADDETA. Donc la population a beaucoup apprécié l'arrivée de ces taxis-motos. Mais avec le temps, on a compris, on a tout de suite su qu'il y avait vraiment des séchages. Donc au lieu de 3-4 personnes, maintenant c'est 5, 6. Et puis c'est vraiment ça, c'est un petit problème. Sinon vraiment, à l'arrivée de Kabu, il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas monter les taxis-motos. Donc maintenant, elles profitent pour monter à ADDETA. Ces transports taxis-motos, ADDETA ou Kabu ne sont pas autorisés à Niamey, la capitale, mais continuent à faire le bonheur des usagers un peu partout à l'intérieur du pays. Une brève avant la fin de cette édition. En marge des travaux de l'atelier de formation des journalistes d'investigation, 61 journalistes issus de 14 pays de la CEDEAO et de la Mauritanie se sont dit formellement préoccupés par la dégradation des conditions d'exercice de la profession journalistique au Niger, une situation qui se matérialise par des agressions physiques, des menaces de confiscation de matériel de reportage, exige aussi la libération du journaliste Baba Alpha et la cessation de toute intimidation, entre autres. Voilà donc, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.